Warren Buffett est un exemple légendaire de la manière dont la maîtrise des états financiers, à elle seule, peut permettre de prendre des décisions d'investissement de place mondiale. Buffett est connu pour réaliser des investissements de plusieurs milliards de dollars dans des entreprises, parfois sans visiter leur siège, rencontrer la direction ou commander une diligence stratégique approfondie. Sa raison? Les chiffres racontent l'histoire. Il croit que les états financiers d'une entreprise révèlent plus que n'importe quel argumentaire de vente, présentation brillante ou interview de PDG. Voici comment. Compte de résultats. Rentabilité durable, croissance régulière des revenus sur plusieurs années, marge bénéficiaire élevée et stable, résultats nets solides même en période de ralentissement. Bilan. Solidité financière, faible niveau d'endettement par rapport aux capitaux propres, base d'actifs solides, notamment liquidités et créances, croissance des capitaux propres d'année en année. Tableau de flux de trésorerie. Véritable trésorerie. Pas de tour de passe comptable. Flux de trésorerie disponible. Comme un signe de création de valeur. Flux de trésorerie d'exploitation correspondant ou dépassant le revenu net. Éviter les entreprises avec des flux de trésorerie négatifs ou volatiles. En 1988, Buffett a investi plus d'1 milliard de dollars dans Coca-Cola, principalement en analysant leurs finances. Ce qu'il a vu, une portée mondiale massive et un pouvoir de fixation des prix, visible dans la croissance des revenus, peu de dettes et des rendements élevés sur les capitaux propres, bilan, des flux de trésorerie disponibles prévisibles et en croissance. Leçon pour les apprenants. Si vous pouvez lire les états financiers, vous pouvez parler le langage des affaires et prendre des décisions d'investissement plus intelligentes que la plupart des gens ne le feront jamais. Les états financiers sont la base de l'analyse fondamentale. Ils offrent un résumé structuré de la performance et de la position financière d'une entreprise. Les investisseurs, les analystes et d'autres parties prenantes s'appuient sur eux pour évaluer la santé et la rentabilité d'une entreprise. Il y a 3 principaux états financiers que chaque investisseur devrait comprendre. Le compte de résultat, le bilan, le flux de trésorerie. Le compte de résultat montre les revenus et les dépenses d'une entreprise sur une période spécifique. Il révèle si une entreprise est rentable. Composant clé, revenus. La ligne du haut montrant les revenus totaux des opérations. Coût des marchandises vendues. Coût direct de production des biens-services. Bénéfice brut, revenu moins le coût des marchandises vendues. Charges d'exploitation, coûts liés à la gestion de l'entreprise. Profit d'exploitation. Bénéfice avant intérêt et impôts. Bénéfice net, le résultat net, ce qui reste après toutes les dépenses et impôts. Le bilan fournit un aperçu de la situation financière d'une entreprise à un moment donné. Il suit l'équation. Actif égale signe passif plus capitaux propres. Section clé. Actif, ce que l'entreprise possède. Passif, ce que l'entreprise doit. Capitaux propres, intérêt résidual du propriétaire après soustraction des passifs des actifs. Cette déclaration suit le flux de trésorerie entrant et sortant d'une entreprise. Elle aide à déterminer la liquidité de l'entreprise et sa capacité à générer des liquidités. Divisée en 3 parties. Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. Trésorerie générée par l'activité principale. Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement. Trésorerie utilisée pour ou générée par des investissements dans des actifs. Flux de trésorerie provenant des activités de financement. Trésorerie provenant de l'émission ou du remboursement de dettes ou de capitaux propres. En maîtrisant les états financiers, les investisseurs peuvent identifier des entreprises rentables par rapport à celles non rentables, évaluer les niveaux d'endettement et la santé des flux de trésorerie, comparer les entreprises à travers les secteurs, détecter les signaux d'alerte potentiels. L'analyse fondamentale commence par lire et interpréter correctement ces états financiers. Ils sont les éléments de base pour l'évaluation, la prévision et la prise de décision en matière d'investissement. Peter Lynch, gestionnaire légendaire du Fidelity Magellan Fund, a réalisé un rendement annuel moyen de 29% entre 1977 et 1990. Il soulignait souvent l'importance des ratios financiers simples pour identifier les actions performantes. Par exemple, Lynch utilisait le ratio PEG, prix sur bénéfice par rapport à la croissance, pour identifier les actions de croissance sous-évaluées. Il croyait qu'une entreprise croissant à 20% avec un ratio prix sur bénéfice de 20 était correctement évaluée, ce qui donnait un ratio PEG égal à 1. S'il trouvait une entreprise dont les bénéfices croissaient de 20% avec un ratio court bénéfice de 10, il savait qu'il avait trouvé une bonne affaire puisque le ratio PEG serait inférieur à 1.
Le succès de Lynch souligne comment maîtriser seulement quelques ratios financiers clés peut mener à des rendements extraordinaires. Les ratios financiers sont des comparaisons mathématiques dérivées des états financiers d'une entreprise. Ils permettent aux analystes et aux investisseurs d'évaluer rapidement certains aspects de la performance d'une entreprise, tels que la rentabilité, la liquidité, l'endettement et la valorisation. Utilisés correctement, ils aident à comparer des entreprises à travers différents secteurs ou à suivre les changements au fil du temps. La marge brute est calculée comme le bénéfice brut par revenu. Elle indique l'efficacité avec laquelle une entreprise produit des biens. La marge d'exploitation est calculée comme le revenu d'exploitation par revenu. Elle mesure combien de profit une entreprise génère à partir de ses opérations principales. La marge nette est calculée comme le revenu net par revenu. Elle montre le pourcentage de revenus restant comme profit après toutes les dépenses. Le ratio de liquidité générale est calculé comme les actifs courants par les passifs courants. Il mesure la capacité à couvrir les obligations à court terme. Le ratio de liquidité immédiate est calculé comme les actifs courants moins les stocks par les passifs courants. C'est une mesure plus stricte de la liquidité que le ratio de liquidité générale. Le ratio d'endettement est calculé comme la dette totale par les capitaux propres des actionnaires. Il évalue l'effet de levier financier et le risque. Le ratio de couverture des intérêts est calculé comme le bénéfice avant intérêts et impôts par les charges d'intérêt. Il indique dans quelle mesure une entreprise peut payer confortablement les intérêts sur sa dette. Le ratio cours-bénéfice est calculé comme le prix par action divisé par le bénéfice par action. Il montre combien les investisseurs sont prêts à payer par dollar de bénéfice. Le ratio P/E est calculé comme le ratio cours-bénéfice divisé par le taux de croissance de bénéfice. Il ajuste le ratio cours-bénéfice pour la croissance, ce qui est utile pour l'évaluation des actions de croissance. Le ratio cours-valeur comptable est calculé comme le prix de marché divisé par la valeur comptable par action. Il compare la valorisation du marché à la valeur nette des actifs. Aucun ratio ne raconte toute l'histoire isolément. Par exemple, un faible ratio cours-bénéfice peut indiquer une sous-évaluation ou de mauvaises perspectives futures. Comparer les ratios au sein de la même industrie et comprendre les tendances au fil du temps est essentiel pour une analyse significative. Utiliser efficacement les ratios financiers nécessite à la fois des compétences numériques et une compréhension du contexte commercial. Au début des années 1990, George Soros a correctement prédit des changements majeurs dans le système financier du Royaume-Uni, en particulier sa vulnérabilité au sein du mécanisme de taux de change européen, également connu sous le nom de ERM. En analysant les indicateurs macroéconomiques et les faiblesses sectorielles, notamment la dépendance du secteur bancaire à des taux d'intérêt insoutenables, il a fait un pari historique de 10 milliards de dollars contre la livre sterling. Cette opération, connue sous le nom de Breaking the Bank of England, a été motivée par une compréhension sectorielle et reste l'un des exemples les plus emblématiques d'analyse fondamentale axée sur l'industrie dans l'histoire. Comprendre le secteur dans lequel une entreprise opère aide à contextualiser sa performance. Même une entreprise solide peut sous-performer si son industrie est en déclin. L'analyse sectorielle aide les investisseurs à comparer les entreprises au sein du même groupe, à comprendre la sensibilité macroéconomique et à identifier les tendances et risques émergents. Les secteurs sont de larges segments de l'économie. Par exemple, la technologie, la santé et les finances. Les industries sont des catégories plus spécifiques au sein des secteurs. Par exemple, au sein de la technologie, les semi-conducteurs, les logiciels et les services informatiques. Des systèmes de classification comme le Global Industry Classification Standard ou GICS sont souvent utilisés par les analystes. La cyclicité considère si le secteur est cyclique, comme la consommation discrétionnaire, ou défensif, comme les services publics. La réglementation se réfère à l'existence de contrôles gouvernementaux spécifiques ou de subventions. Le rythme de l'innovation aborde la rapidité avec laquelle l'industrie évolue. Les marges bénéficiaires reconnaissent que certaines industries sont naturellement plus rentables en raison d'une concurrence moindre ou d'une intensité capitalistique. Les outils de recherche sectorielle incluent des rapports d'industrie, tels que ceux d'Ibis World et Morningstar. Les fonds négociés en bourse sectorielle et les indices de référence sont également des ressources utiles. D'autres outils incluent les actualités, les commentaires des analystes et les transcriptions des résultats.
ainsi que les principaux ratios financiers comparés entre pairs de l'industrie. Avant d'investir dans une entreprise, comparez-la à ses pairs au sein de la même industrie. Demandez-vous si elle gagne ou perd des parts de marché. Considérez si ses marges sont supérieures ou inférieures à la moyenne de l'industrie. Évaluez son exposition aux risques spécifiques au secteur. L'analyse de l'industrie garantit que vous n'achetez pas seulement une action, mais que vous investissez dans l'économie de tout son écosystème. Dans les premières années d'Amazon, les critiques soutenaient que sa valorisation n'avait aucun sens. Son ratio cours-bénéfice était extrêmement élevé et elle ne réalisait pas de bénéfices constants. Mais Jeff Bezos et les investisseurs à long terme comprenaient que les méthodes de valorisation traditionnelles comme le ratio cours-bénéfice n'étaient pas adaptées aux entreprises technologiques à forte croissance. Au lieu de cela, des modèles d'évaluation prospective comme le flux de trésorerie actualisé, abrégé en DCF, qui projetait les flux de trésorerie futurs d'Amazon, montraient le potentiel de hausse massive. Cette perspective a aidé les premiers investisseurs à rester avec l'entreprise et à récolter des rendements exponentiels au fil du temps. L'évaluation est le processus de détermination de la valeur actuelle d'une entreprise ou d'un actif. Elle aide les investisseurs à décider si une action est surévaluée, sous-évaluée ou correctement évaluée par rapport à ses fondamentaux. La méthode des flux de trésorerie actualisés est une méthode d'évaluation d'une entreprise basée sur ses flux de trésorerie futurs attendus actualisés à la valeur présente. La formule de la valeur présente est la somme du flux de trésorerie de l'année n, divisé par 1 plus le taux d'actualisation élevé à la puissance de m. Les principales données incluent les flux de trésorerie disponibles projetés, le taux d'actualisation, généralement le coût moyen pondéré du capital ou CMPC, et la valeur terminale. La force du DCF réside dans sa solide base théorique. Cependant, sa faiblesse est qu'il est très sensible aux hypothèses. Cette méthode compare la valeur d'une entreprise à d'autres dans le même secteur en utilisant des multiples clés. Le ratio cours-bénéfice est calculé comme le prix divisé par le bénéfice. Le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA est calculé comme la valeur d'entreprise divisée par l'EBITDA. Le ratio cours-valeur comptable est calculé comme le prix divisé par la valeur comptable. Le ratio cours-vente est calculé comme le prix divisé par les ventes. Cette approche offre un moyen rapide de voir comment une entreprise se compare à ses pairs. Les flux de trésorerie actualisés sont mieux utilisés pour les entreprises avec des flux de trésorerie stables et prévisibles, comme les services publics. Les multiples sont plus appropriés pour les entreprises à forte croissance ou cycliques, où la prévision des flux de trésorerie est plus difficile. Les startups technologiques peuvent ne pas encore avoir de bénéfices, donc les multiples basés sur le chiffre d'affaires, comme le prix par rapport aux ventes, sont plus pertinents. Les pièges courants dans l'évaluation incluent des hypothèses de croissance trop optimistes dans les modèles de flux de trésorerie actualisés. Une autre erreur est de comparer des entreprises avec des modèles commerciaux très différents. Ignorer la dette et la valorisation est également problématique. Dans de tels cas, utiliser des multiples basés sur la valeur d'entreprise plutôt que simplement sur la capitalisation boursière est plus approprié. De plus, oublier l'impact des conditions macroéconomiques, comme l'influence des taux d'intérêt sur les taux d'actualisation, peut mener à des conclusions inexactes. Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, a construit son empire d'investissement en comprenant comment des facteurs macroéconomiques comme les taux d'intérêt, l'inflation et des tendances monétaires influencent les prix des actifs. L'une de ses idées les plus célèbres a été de prédire la crise financière de 2008 en analysant le cycle du crédit et l'endettement excessif dans l'économie des États-Unis. Les principes de Dalio soulignent qu'aucune entreprise n'opère de manière isolée. Comprendre les tendances macroéconomiques mondiales est crucial pour prédire la performance des secteurs et des actions individuelles. Le macro global se réfère à l'analyse des facteurs économiques et géopolitiques à grande échelle qui influencent les marchés financiers. Ceux-ci incluent les taux d'intérêt, l'inflation, la politique budgétaire et monétaire, les mouvements de devises et les dynamiques du commerce international. Les taux d'intérêt sont un indicateur crucial. La hausse des taux d'intérêt nuit souvent aux actions, surtout aux actions de croissance, tandis que la baisse des taux d'intérêt tend à les soutenir. L'inflation est un autre facteur clé.
Une inflation modérée soutient les bénéfices des entreprises, tandis qu'une forte inflation peut éroder les marges bénéficiaires et réduire les dépenses des consommateurs. La croissance du produit intérieur brut ou PIB joue également un rôle majeur. Une économie en croissance stimule généralement les prix des actions, tandis qu'un ralentissement de la croissance ou une récession peut les déprimer. Les données sur l'emploi signalent la force ou la faiblesse économique et ont un effet direct sur les secteurs axés sur la consommation. La politique de la Banque centrale, y compris les décisions d'institutions telles que la Réserve fédérale ou la Banque centrale européenne, impacte la liquidité du marché et le sentiment des investisseurs. Une monnaie nationale forte tend à nuire aux exportateurs, mais bénéficie aux importateurs. En revanche, une monnaie nationale faible aide les exportateurs en rendant leurs produits plus compétitifs à l'étranger, mais elle augmente les coûts des intrants pour les importateurs. Les politiques commerciales, y compris les tarifs, les accords commerciaux et les sanctions, peuvent affecter considérablement la performance dans différents secteurs. Les conflits géopolitiques peuvent provoquer une volatilité à court terme des marchés et orienter l'attention des investisseurs vers des actifs refuges. Les pandémies ou les catastrophes naturelles perturbent les chaînes d'approvisionnement et impactent négativement des secteurs tels que le voyage, l'énergie et la logistique. Des crises financières mondiales peuvent ébranler la confiance des investisseurs à travers le monde, même dans les marchés qui ne sont autrement pas liés à l'événement d'origine. Pour intégrer l'analyse macroéconomique dans la sélection d'actions, commencez par analyser la sensibilité d'une entreprise ou d'un secteur au taux d'intérêt ou à l'inflation. Utilisez les tendances macroéconomiques pour guider les décisions de timing, comme investir dans des actions cycliques pendant les périodes de reprise économique. Suivre la communication des banques centrales peut également fournir des signaux précoces de changement de politique. L'analyse macroéconomique mondiale aide les investisseurs à comprendre non seulement l'entreprise, mais aussi le monde dans lequel elle opère.